Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on va commencer par notre influenceuse du jour. Elle est professeure de mathématiques au collège et elle s'est récemment lancée sur TikTok où elle cumule déjà plus de 400 000 abonnés. On l'appelle Wonder Woman et c'est notre influenceuse du jour. On découvre son portrait dans un instant. Et puis il a une idée derrière la tech. Benoît Grunemwald est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Benoît. Bonjour. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Les attaques qui visent l'ENT. Effectivement, grand sujet d'actualité, on en parle dans un instant avec Benoît. Et puis c'est notre question du jour. Je veux absolument un téléphone portable. Voilà le refrain quotidien qui rythme les journées de bon nombre de parents, dont vous faites d'ailleurs peut-être partie. Votre enfant n'en démord pas, lui aussi il veut son portable. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée, surtout à son âge? On pose la question et on va en parler avec notre invité dans un instant. Camille Laurent, son duplex avec nous aujourd'hui. Bonjour Camille. Bonjour à tous. Soyez la bienvenue dans l'école du futur. Vous êtes la rédactrice en chef d'Un jour, une actu chez Milan Presse. On en parle dans un instant, juste après le focus. Elle s'appelle Estelle Collard, mais ses élèves la connaissent un peu plus sous le nom de Wonder Woman. Sur son compte TikTok, cette professeure de mathématiques d'un collège de Meurthe-et-Moselle cumule déjà plus de 400 000 abonnés. Son portrait nous est signé aujourd'hui par Xavier Terrade. Il faut absolument que je partage quelque chose avec vous. J'étais en train de corriger des interrogations de cours et là je vois deux pépites. Numéro 1, c'est la réponse que les autres ont mis, donc pas besoin de le dire. Numéro 2, il s'appelle ainsi car c'est écrit dans la leçon. J'hésite à leur mettre des points bonus pour le culot, vous en pensez quoi ? Sur les réseaux sociaux, Estelle Collard se moque un peu de ses élèves, mais elle les aide surtout beaucoup. Au moment du confinement, la jeune professeure de mathématiques d'un collège de Meurthe-et-Moselle a d'abord créé sa chaîne YouTube, baptisée Charismatique, avant de se lancer sur TikTok sous le nom Wonder Woman, un compte où elle n'hésite pas à revenir à zéro. Tu savais que calculer venait du latin calculi qui signifie caillou. Parce que au départ, on comptait avec des cailloux. Si Estelle Collard cartonne et est suivie par près de 375 000 abonnés, c'est notamment parce qu'elle sait relier les mathématiques à la vie quotidienne. Le secret pour faire savourer un peu plus sa matière. C'est l'heure du goûter et c'est l'occasion de faire un peu de maths avec mon gâteau. Voici la question. Comment couper ce gâteau en 6 parts identiques? Chaque part doit avoir un angle au centre de 60 degrés. Je coupe mon gâteau en 2 et là je me souviens que le cosinus de 60 degrés c'est 1/2. Je cherche alors le milieu entre le centre du gâteau et le bord. Je cherche ensuite le point correspondant à ce cosinus et j'ai plus qu'à couper. Wonder Woman n'a pas la langue dans sa poche et sait se montrer piquante quand il le faut. Quand on vous dit que les maths c'est important, c'est pour éviter ce genre d'erreur et se faire avoir. Je vous laisse la trouver, moi je déclare forfait. Sa présence sur TikTok lui permet aussi de rappeler de façon très courte des éléments de cours plus sérieux, mais aussi de répondre aux questions des élèves. Mais Estelle Collard ne parle pas que de mathématiques, elle est aussi très engagée sur la question du harcèlement. Est-ce qu'en tant qu'enseignante, je ferme les yeux sur les élèves harcelés? Eh bien, figure-toi que dès ma première année en tant que stagiaire, j'ai été confrontée à ce genre de problème. Une élève était harcelée par un garçon à l'école, à la sortie de l'école et même sur les réseaux sociaux. Elle est venue se confier à moi, j'ai pu gagner sa confiance et après un dur combat auprès de ma hiérarchie, j'ai réussi à faire exclure l'harceleur. L'élève a pu enfin s'épanouir à l'école et j'ai même eu une magnifique carte pour me remercier. Donc si tu es dans cette situation ou que tu connais quelqu'un dans cette situation, s'il te plaît, parle-en à un adulte de confiance. Bien plus qu'une simple professeure, l'enseignante d'un collège de Nancy est d'une certaine façon devenue une confidente pour des élèves du monde entier. Plus de 30% de ses abonnés viennent de l'étranger. Voilà, c'était Wonder Woman. Allez, toute autre chose à présent. On l'a évoqué en première partie dans l'introduction. Pour un enfant, obtenir son premier smartphone, c'est un événement évidemment très très important, mais c'est aussi une source de sacrées inquiétudes pour les parents. C'est vrai qu'entre les dangers d'Internet, les réseaux sociaux ou encore le temps passé sur les écrans, ces préoccupations sont nombreuses et légitimes. Mais il existe un permis smartphone pour l'utiliser en toute sécurité. On en parle dans la première partie du talk. Et
aujourd'hui à nos côtés et en duplex pour en parler, Camille Laurence, vous êtes la rédactrice en chef d'Un jour une actu chez Milan Presse. Pour aider justement les ados dans l'utilisation de leur téléphone portable, on vient de le dire, Milan a développé une application qui s'appelle Mon permis smartphone. Elle apprend aux enfants à utiliser intelligemment leur premier téléphone portable en adoptant les bons réflexes pour déjouer les pièges d'Internet. On l'a vu justement dans le reportage qui précède notamment les sujets de cyberharcèlement. Comment ça fonctionne? C'est un peu comme le code de la route, on a des questions auxquelles il faut répondre et puis si on a un certain nombre de bonnes réponses, on décroche son fameux sésame? Oui, c'est exactement ça, mais avant ça, il faut déjà s'entraîner. Et donc, ce permis smartphone, c'est vraiment une appli ludique, mais qui va réunir plus de 250 questions qui vont être divisées en 9 thématiques pour permettre à l'enfant d'acquérir tout plein de connaissances sur le smartphone qu'il a déjà ou qu'il va bientôt avoir, et du coup, pour en avoir une utilisation éclairée. Ça veut dire qu'il y a des exercices aussi, pardon, je vous coupe, mais dites-nous en plus. Donc, je suis élève, je m'inscris sur, c'est quoi, une application, une plateforme, c'est ça ? Alors pour l'instant, c'est une application qui sera téléchargeable donc sur les ordinateurs, sur les tablettes, sur les téléphones. Et on espère, dans un deuxième temps, faire une proposition pour pouvoir travailler en groupe ou jouer en groupe, puisque c'est quand même ludique, et permettre du coup aux écoles et aux centres périscolaires de pouvoir s'en emparer et de l'utiliser avec plusieurs enfants en même temps. J'ai vu qu'il y avait aussi une mascotte dans votre application. Elle s'appelle Smarty, qui accompagne les enfants dans leur apprentissage justement et puis leur progression aussi, et ce jusqu'à l'obtention de ce fameux permis. Cette mascotte, elle est importante justement pour que les élèves puissent s'identifier aussi à ces enjeux absolument essentiels qui vont les accompagner tout au long de leur adolescence et puis ensuite de leur vie adulte en ligne notamment. Oui, c'est un petit clin d'œil, c'est un petit copain, c'est un compagnon d'apprentissage et de jeu, notre petit Smarty. On sait que les téléphones portables, les smartphones deviennent vite des doudous pour les adultes. Et bien, on fait le même pari pour les enfants et donc on a cette mascotte qui va accompagner l'enfant pour répondre à toutes les questions de l'appli. Alors, à partir de quelle note, si j'utilise mon permis smartphone, là, dans l'émission, à partir de quelle note je peux espérer obtenir mon permis, Camille ? Alors, il va falloir bosser un peu, plutôt vous amuser un peu. Donc, il y a 9 thématiques qui vont devoir être abordées à partir des différentes questions, donc 250 questions. Pour vous dire un peu, on a je l'ai sous les yeux, je la regarde en même temps. On a une thématique qui est sur la technologie et qui, du coup, va apprendre les paramètres, le système d'exploitation, les données mobiles. Voilà, on va avoir une thématique sur Internet, évidemment, sur les réseaux sociaux, sur le cyberharcèlement qui est quelque chose de très important que mon permis smartphone va permettre de commencer à combattre. Et on a aussi des thématiques écologie, puisqu'il est important pour un enfant de savoir qu'un téléphone portable n'est pas neutre et qu'il y a une façon de le protéger et de s'en servir qui peut être plus écologique qu'une autre. On va parler d'histoire, de vie privée, de bonnes pratiques. Donc il va falloir que l'enfant qui s'inscrit réponde à au moins 80% des questions, donc 80% des 250 questions et des réponses qui vont être apportées et expliquées pour avoir le droit de passer son permis smartphone. Et le permis smartphone, c'est rien d'autre que le code de la route, c'est 40 questions, exactement pareil, et si l'enfant fait moins de 5 fautes, alors il a son permis. Par contre, s'il en fait un peu plus, il faut retourner à l'entraînement. Effectivement, c'est tout l'objet de la sensibilisation et de la prévention que vous menez avec cette application notamment. Camille, je me tourne vers Benoît, notre chroniqueur du jour, expert aussi évidemment, on ne le présente plus en cybersécurité, Internet, technologie, etc. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler d'une initiative similaire à celle du permis smartphone, Benoît ? Alors une initiative aussi aboutie et avec un cursus aussi complet, je ne crois pas. J'ai en tête Secnum Academy qui a été initié par le gouvernement, mais c'est beaucoup plus large et c'est focus cybersécurité et il faut quand même un certain âge pour pouvoir comprendre les questions et participer. Oui, j'imagine. Là, vous vous adressez, Camille, à quelle tranche d'âge justement ?
Alors en fait, c'est un peu à chaque famille et à chaque enfant de le décider. Le permis smartphone, il va être accessible à n'importe quel enfant qui pense que ça y est, il est temps pour lui d'avoir un permis smartphone. Donc je crois qu'en France, la moyenne est autour de 11 ans, puisque la plupart du temps, les parents donnent un smartphone à leur enfant à 11 ans, en fait, à l'entrée à la 6e. Il y a plus d'enfants qui en ont beaucoup plus tôt, donc dès 7 ans. Nous, nos questions vont être adaptées à toutes les tranches d'âge, d'autant que dans chaque thématique, il va y avoir différents niveaux de difficulté, donc de débutant à expert. Donc on va amener petit à petit l'enfant avec des questions très simples au début vers des choses beaucoup plus pointues. Donc j'irai paraphraser un célèbre héros de bande dessinée pour vous dire de 7 à 77 ans, parce que je dois vous dire, pour avoir mené les 250 questions avec l'équipe de journalistes et de spécialistes qui les ont écrites, que j'ai appris beaucoup de choses et que les parents auront peut-être plaisir à faire le jeu avec leur enfant. Benoît, vous partagez cet avis, il n'y a pas d'âge en fait pour la Exactement, et c'était d'ailleurs la question que je voulais poser, parce que moi, en tant que parent de deux filles, une de 9 ans, une de 14 ans, j'en apprends tous les jours, même en étant dans la cyber, et je me disais que ça serait intéressant que les parents passent avec les enfants ce fameux permis, parce que bien souvent, quand on ne comprend pas et qu'on est enfant, on se tourne vers son adulte référent, son père, sa mère ou un autre adulte, et au final, on a nous aussi besoin d'apprendre énormément sur la parentalité numérique. Effectivement, je suis bien d'accord. On va tous passer, Camille, notre permis dans l'émission avec vous aujourd'hui. Je voudrais aussi saluer une belle nouvelle aussi pour mon permis smartphone, puisque organisé par l'association Journalisme et Citoyenneté, les prix EMI sont destinés à récompenser des belles initiatives dans le secteur de l'éducation aux médias et l'information, EMI. Vous avez remporté très récemment le premier prix d'éducation aux médias lors des assises du journalisme. Déjà, bravo. Qu'est-ce que ça vous apporte? J'imagine que c'est une forme d'encouragement à poursuivre justement cet engagement en faveur de l'éducation numérique chez les jeunes. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'appli doit sortir. Elle n'est pas encore sortie en fait. Elle doit sortir courant avril. Donc on est ravis déjà d'avoir le regard d'experts et puis de professionnels des mondes des médias pour nous dire qu'ils pensent en effet que cette proposition est intéressante pour les enfants. Et puis on a plein de développements en fait qu'on voudrait prolonger, puisque comme je vous disais en début d'émission, on voudrait faire une version groupe pour les classes et le périscolaire. Et puis Milan Presse, c'est une entreprise qui œuvre beaucoup pour l'éducation aux médias et à l'information des enfants. Et je ne vous cache pas qu'on a plein d'autres idées qu'on aimerait développer. Et cette visibilité, parce que ce prix va nous permettre de communiquer, de nous faire connaître, et ce qui est souvent le plus difficile quand on met en place quelque chose comme ça. Donc ça va nous permettre de développer aussi beaucoup d'autres choses. Et ça, on en est ravis. Et d'ailleurs, on a une campagne de participation sur Ulule pour mon permis smartphone et ses développements. Et donc on est encouragés. Pardon, je vous coupe, cette campagne sur Ulule de financement participatif, ça y est, vous avez explosé les compteurs, Camille. Oui, alors on ne s'était pas mis un objectif très très grand, mais on est content de l'avoir atteint, et même plus qu'atteint, puisque je crois qu'on était à 165% ce matin. Mais on espère aller encore plus loin, voilà, pour proposer toujours plus de choses, parce qu'on a souvent tendance à dire que les enfants qui sont nés dans le monde des smartphones et du numérique savent le faire intuitivement, et je pense et je sais même que c'est une fausse idée, c'est-à-dire qu'ils savent utiliser le smartphone comme ça, aller cliquer sur un truc qui les intéresse, mais ils n'ont aucune conscience de comment ça fonctionne. Et ils connaissent peu les biais et les arnaques qui peuvent être possibles. Donc c'est vraiment important de leur apprendre, et à ce jour, personne n'est vraiment en capacité de le faire. Est-ce que ça veut dire, vous nous parliez tout à l'heure de cette relation spéciale que vous voulez entretenir avec le monde de l'éducation, et on vous comprend, dans l'idéal, le top du top, ce qui serait génial pour vous, ce serait que tous les élèves dans les écoles puissent, dans le cadre de leur cursus scolaire, passer leur permis smartphone? Ah, ce serait génial. Et je crois qu'ils passent déjà leur permis vélo ou leur permis piéton. Et finalement, dans ce monde, je pense que savoir utiliser un smartphone, ou en tout cas savoir déjouer les pièges et savoir comprendre comment il fonctionne, ça me semble la base, oui. Après, je sais bien que l'école n'a pas vocation à résoudre tous les problèmes de la société, mais c'est un lieu qui est évidemment privilégié pour cela. Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Camille. Je vous propose de continuer à parler de ce sujet-là, et puis aussi de votre média, Un jour une lecture. On va en parler ensemble dans la deuxième partie du talk. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est l'œil de Jean Martineau, et c'est sur...
pops off. That's what the backside looks like, as you can see. Yes, oh, On est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée en duplex aujourd'hui avec nous, Camille Laurence, rédactrice en chef d'Un jour une actu chez Milan Presse, et puis aussi à l'initiative de ce permis smartphone dont on va continuer à parler dans un instant, Camille, si vous le voulez bien. D'abord, on va passer à la chronique de Benoît Grunenwald qui a une idée derrière la tech. Alors Benoît, on en parle très régulièrement et notamment récemment là, dans les médias, notamment des attaques sur les ENT, les espaces numériques de travail qui pullulent un peu partout en France. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur la situation ? Oui, en fait, il y a plus de 150 établissements qui ont été visés. Alors ce sont des menaces d'attaque notamment à l'explosif et c'est via l'espace ENT, c'est-à-dire que cet espace est l'endroit où les parties prenantes, on va dire les professeurs, les étudiants, mais également les parents, se retrouvent pour échanger, pour partager des devoirs, pour pouvoir communiquer. Donc c'était vraiment quelque chose qui est très important. Et cette affaire évolue assez rapidement parce qu'à ce jour, il y a 3 enquêtes qui ont été ouvertes et il y a même un suspect qui a été interpellé et incarcéré. D'accord. Et pour l'instant, ses motivations ne sont pas encore connues. Est-ce qu'il y a des conséquences dès aujourd'hui ou à venir pour à la fois les étudiants, les parents, les professeurs aussi ? Alors la première mesure qui a été prise, c'est la fermeture de la messagerie de l'ENT, ce qui en cette période de vœux, de Parcoursup, n'est pas l'idéal. Ouais, mais en même temps, c'est important parce que cet espace collaboratif et cette messagerie a vu des messages violents, avec notamment parfois des vidéos de décapitation. Et ça, au niveau psychologique, c'est extrêmement grave pour ceux qui les reçoivent. Comment c'est possible justement de publier de tels messages ? On se demande si même s'il n'y a pas des filtres dans ces ENT. Vous allez nous en dire plus ? Alors, a priori, il n'y a pas de filtre aujourd'hui, mais c'est surtout l'enquête qui déterminera le fin mot de l'histoire. Pour l'instant, ce qu'on suppose, ce sont que des comptes d'élèves ont été, eux, piratés, usurpés, et que ce sont via ces messageries qu'ils ont réussi à diffuser ces messages. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que la plateforme, l'ENT en elle-même, n'a pas été piratée.
c'est bien les utilisateurs qui, eux, ont été piratés, et notamment leurs mots de passe qui ont été soit volés par un logiciel qu'on appelle InfoStealer, ou alors par de l'hameçonnage. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement ce que sont ces deux grandes menaces? Alors l'hameçonnage, c'est très simple, c'est le fait soit d'envoyer un email, un SMS ou tout autre élément en vous demandant de faire quelque chose qui est contre votre gré. Par exemple, donnez-moi votre login et votre mot de passe à l'ENT, soi-disant parce qu'il y a une maintenance et que je suis le directeur de l'établissement et que je dois mettre à jour votre mot de passe. Ah oui. Et la deuxième menace, c'est l'infostealer. Et alors, c'est encore plus pernicieux parce que c'est un logiciel qui va s'installer sur votre ordinateur, moins sur le smartphone, mais ça peut arriver. Et sur votre ordinateur, celui-ci va récupérer vos mots de passe, soit parce qu'ils sont enregistrés dans vos navigateurs, soit parce que vous allez les taper pour vous connecter. Et malheureusement, ces logiciels sont souvent diffusés par des sites de streaming. On les retrouve également dans les torrents, lorsque l'on veut télécharger quelque chose, et plus généralement quand il y a contenu illégal qui est bien souvent gratuit, eh bien, le pirate nous a rajouté une petite surprise sous forme de logiciel malveillant. Ça vient avec des petits cadeaux, effectivement. Quels sont du coup les gestes, Benoît, à adopter pour se protéger? Comment avoir une bonne hygiène informatique? Je crois que ça tient en 4 points, c'est ça? Exactement. Alors, 4 points pour aller vite. Le premier, c'est bien reconnaître l'importance de nos données et notamment de nos informations personnelles. Le deuxième conseil qui est en lien, c'est prendre soin de ses mots de passe. Ça veut dire notamment ne pas faire de mots de passe, mais faire des phrases de passe. Des phrases qui sont longues, complexes à deviner et surtout plus faciles pour nous, humains, à retenir. Et à partir du moment où on a une phrase de passe, eh bien, on est capable d'aller adresser un mot de passe unique, une phrase de passe unique pour chacun de nos comptes. Et si on veut aller plus loin, eh bien, on va s'équiper avec un gestionnaire de mots de passe, qui est un coffre-fort numérique. Et puis, deuxième conseil, c'est aussi de mettre à jour ses appareils, ses applications. Ça, c'est vraiment très important parce que les pirates utilisent les failles dans nos systèmes, tels que nos smartphones ou nos ordinateurs. Et pour pouvoir amener de l'intelligence artificielle et une détection intelligente, eh bien, il faut s'équiper avec des solutions de sécurité qu'on appelait avant antivirus. Ah oui. Mais là, ça fait beaucoup plus. Notamment, ça lutte contre l'hameçonnage, ça lutte contre le vol de mots de passe et ça protège contre les infostealers. L'ENT est utilisé par des ados, des élèves, des profs, des parents. Si on veut retrouver ces conseils, est-ce que vous avez une lecture, par exemple, à nous recommander, Benoît? Oui, il y en a une que j'adore qui s'appelle Envie de cyber. C'est un bel ouvrage qui se lit très simplement et qui a été notamment rédigé par Diane Rambaldini et Adi El-Khoury que je salue, que je vois régulièrement. Ils font partie de l'association ISA France Security Tuesday qui mène de nombreuses opérations à la fois pour créer des documents comme Envie de cyber, mais également qui vont dans les entreprises et qui proposent des rendez-vous entre les parents, les enfants et l'association pour aider à amener plus de culture et de sensibilisation sur Internet et non pas les dangers, mais la magie et tout ce que l'on peut faire de bien avec. Effectivement, parce qu'il n'y a pas que du mal sur Internet. Camille, je me tourne vers vous. Merci Benoît pour cette chronique. Ça fait le lien, Camille, avec ce que Benoît vient de nous dire. On a l'impression que tous les jeunes aujourd'hui, ils sont presque obligés de passer par la case « mon permis smartphone ». Non, quand on voit justement ces attaques qui sont parfois même lancées par des jeunes eux-mêmes sur des ENT, on se dit qu'il y a encore un petit peu de pédagogie à faire, non ? Ah oui, complètement. Justement, dans mon permis smartphone, on va apprendre aux enfants à créer un bon mot de passe. Et il va y avoir beaucoup de questions autour de ça. Qu'est-ce qui est un bon mot de passe? Quel est le plus sécurisé? C'est extrêmement important. En fait, tout ce dont Benoît a parlé, c'est vraiment, on va mettre les premières bases dans mon permis smartphone. Après, je pense que l'enfant ou les enfants qui ont trafiqué l'ENT sont assez forts, à mon avis, pour le coup. C'est pas eux qu'on va former, mais on peut leur apporter une éthique d'Internet, une éthique du smartphone, et ce qui est essentiel dans notre société actuelle. Ça, c'est sûr, effectivement. Benoît, je vous voyais réagir. Est-ce que ces jeunes qui ont, comme on dit parfois dans les médias, hacké l'ENT, est-ce qu'ils l'ont vraiment fait? Est-ce qu'ils sont doués au point de pouvoir casser la fiabilité, la sécurité de ces ENT? Alors, la réponse est non, parce que l'ENT, même s'il y a des failles, on le voit, est quand même robuste. Et la technique qui leur a permis d'envoyer des messages à la place d'un autre élève n'est pas une technique qui est évoluée. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à un État qui est capable de déstabiliser. On est face à des jeunes qui peuvent parfois acheter des kits que l'on trouve sur Internet, ou qui peuvent eux-mêmes, notamment, pourquoi pas, grâce à l'intelligence artificielle ou grâce à des
des techniques finalement assez faciles, envoyer des messages, récupérer le login et le mot de passe d'une personne et ensuite envoyer un message à leur place. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les retrouver. Il y a déjà eu une arrestation et surtout, personne n'est véritablement anonyme sur Internet. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore peut-être trop souvent idéalisé. Le hacker avec sa capuche qui est capable de faire tomber des centrales nucléaires. En tout cas, sur l'attaque de l'ENT, on est loin d'être là. Et puis, vous nous l'avez dit, c'est aussi, et c'est important à rappeler, puni par la loi. Bien sûr. Bon, merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Benoît pour votre chronique. Et puis, on va continuer nos échanges dans un instant. D'abord, on lance la deuxième partie du talk. Et on continue d'en parler avec vous, Camille Laurence, rédactrice en chef d'Un jour une actu chez Milan Presse. Justement, ça va être l'objet de notre deuxième partie du talk. Un jour une actu, c'est un énorme succès chez Milan Presse. Le journal qui explique l'actualité avec des mots d'enfant, avec des mots simples. Vous en êtes donc la rédactrice en chef, Camille. C'est un véritable carton et il faut avouer aussi que c'est particulièrement ludique et pédagogique. Est-ce que c'est justement ça qui fait votre succès selon vous, Camille ? Pédagogique sans doute, puisque on essaie de mettre à hauteur d'enfant des informations qui sont parfois simples et parfois très complexes. Et pour ça, on utilise beaucoup le visuel, on utilise beaucoup la photo, l'illustration. Donc on sait que ça fonctionne bien auprès des enfants. Donc Un jour une actu a fêté ses 10 ans l'année dernière, et donc c'est quand même 10 ans d'expertise pour mettre vraiment à hauteur d'enfant les sujets les plus durs, comme les attentats ou même cette attaque des ENT. C'est très inquiétant pour les enfants, donc il faut le leur expliquer. Les sujets les plus complexes, et là on a plein de techniques. Par exemple, on les initie à la géopolitique avec des cartes. On a pu faire récemment la carte de Taïwan pour leur expliquer déjà ce qu'est cette zone du monde et pourquoi il peut y avoir des tensions autour. Et puis on sait aussi leur expliquer des concepts très abstraits. Justement, l'intelligence artificielle, on en parle tous beaucoup, mais essayer de faire l'exercice d'expliquer à un enfant de 8-10 ans ce qu'est l'intelligence artificielle, c'est pas si simple. Et donc nous, on a des techniques qu'on a éprouvées au fil des années, notamment en passant par des exemples très précis pour leur expliquer les choses. C'est un prisme assez étroit. Par exemple, sur l'intelligence artificielle, on était parti l'année dernière de la photo du pape en doudoune, un peu de rap qui avait pas mal tourné. On leur avait expliqué comment les personnes qui avaient créé, la personne d'ailleurs, qui avait créé cette image avait fait fonctionner l'intelligence artificielle. Donc on a l'habitude de tout ça, mais juste je voudrais préciser qu'un jour une actu, c'est pas juste des sujets tristes, violents, complexes ou difficiles, c'est aussi des sujets encourageants, enthousiasmants pour le monde, puisque notre objectif premier, c'est d'ouvrir les yeux des enfants sur le monde, leur aider à mieux le comprendre, puisque pour eux c'est pas juste un décor, c'est leur monde, ils le partagent avec nous, mais leur donner aussi envie de vivre dans ce monde et de ne pas les en dégoûter. Donc il faut leur donner envie de vivre aujourd'hui en tant qu'enfants dans ce monde et demain quand ils seront adultes. Et on a à cœur de répondre à ces deux tensions, expliquer la complexité du monde et en même temps leur donner envie de s'y inscrire. Expliquer des sujets, effectivement, et vous l'avez dit très justement, qui sont aussi positifs. Parmi eux, c'est quoi la SECPA ? Par exemple, c'est qui Poutine? Alors là, c'est un peu moins sympa. Ou encore, ça sert à quoi de faire du sport? Et ça, c'est essentiel. Voilà quelques-uns des sujets que vous avez traités récemment. Moi, je me suis posé une question. Évidemment, ce sont des sujets qui tournent autour de l'actualité, mais sur ces sujets peut-être un peu plus positifs, qui concernent aussi leur quotidien d'enfant. Comment vous trouvez ces problématiques et ces questions? Est-ce que ce sont des questions qui vous sont posées au-delà des événements d'actualité, qui vous sont posées par les enfants eux-mêmes? Et oui, c'est vraiment toute la particularité d'Un jour une actu, c'est qu'on part des questions d'enfants. Notamment pour les vidéos Un jour une question que vous avez citées, qui sont une partie en fait de la marque globale d'Un jour une actu. En fait, on reçoit par mail et via le site unjourunactu.com environ 300 questions d'enfants par semaine. Donc, on se pose autour de ces questions, on regarde celles qui résonnent le plus à l'actualité et on y répond simplement. Voilà. Donc c'est vraiment, tout vient des enfants, toujours. Comment il est né ce média à l'origine, Camille? Parce qu'il n'y avait pas de média concurrent à l'époque, il y a 10 ans, quand vous vous êtes lancé, qui traitait l'actualité à hauteur d'enfant. Je pense par exemple à Mon Petit Quotidien, qui est aussi sur des sujets similaires. Mais comment vous vous positionnez par rapport à lui, par exemple?
Eh bien oui, on est sur les mêmes sujets. Alors après, mon quotidien et mon petit quotidien sont quand même, il me semble, hein, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais plus du côté de la lecture. L'idée étant de faire lire les enfants à partir d'histoires du réel. Et du coup, évidemment, l'actu entre en jeu. Nous, on est un petit peu différents puisque l'objectif n'est pas juste de faire lire en fait. Hein. Vraiment, l'objectif est de faire comprendre le monde. On avait aussi, dès le départ, un autre concurrent de grande qualité qui était le Journal des enfants, le JDE, qui vient malheureusement de fermer et on en est désolé parce que c'est toujours bien dans un monde d'être concurrentiel puisque ça nous motive les uns les autres. Et voilà, donc on est désolé de cet arrêt du JDE. Bon, en tout cas, on vous souhaite à vous évidemment tout le succès que vous méritez, traiter l'actualité à hauteur d'enfants et les accompagner dans leurs nouveaux usages numériques notamment. Voilà une partie de ce que vous faites chez Bilan Presse. Ça s'appelle Mon permis smartphone. Je reviens sur la première partie du débat. C'est quand même l'objet aussi en partie de notre émission. Mon permis smartphone, toujours disponible sur Ulule, hein, Camille, je crois. Oui, toujours disponible sur Ulule. Et peut-être ce dont on n'a pas trop parlé en première partie d'émission et que je trouve important, c'est que l'objectif de ce quiz est aussi de créer du lien entre les adultes et les enfants autour de cet objet qui peut être vécu comme assez solitaire. Il peut arriver que les enfants se referment un petit peu sur leur smartphone. Alors, on ne va pas les montrer du doigt parce que c'est la même chose pour les parents. Mais l'idée aussi de cette appli était de créer du lien, c'est-à-dire de permettre à enfants et parents de discuter autour du smartphone. Donc déjà, on fait le pari que quand l'enfant va découvrir des choses à travers son smartphone, il va en parler aux parents en lui disant « Mais tu sais, toi, par exemple, avec 5 gigas, combien tu peux regarder de séries télé ?» Donc on mise un peu là-dessus. Et autre chose importante, c'est qu'une fois que l'enfant a obtenu son permis smartphone, donc il a répondu aux 40 questions en faisant moins de 5 fautes, et on l'invite à signer un contrat avec son parent. Donc ils vont tous les deux choisir les termes à partir de phrases déjà proposées et pour dire quelles seront les règles qui vont les animer les uns et les autres, à quelle heure le téléphone doit être éteint, comment on peut l'utiliser, pour quelle utilisation. Et ça, je trouve que c'est très important de créer un lien entre parents et enfants autour de ce sujet. Et bien voilà, ce sera notre mot de la fin et c'était important à rappeler. Merci beaucoup Camille Laurence d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous étiez et que vous êtes toujours la rédactrice en chef d'Un jour une actu chez Bilan Presse. Merci beaucoup à vous. Merci aussi à notre chroniqueur Benoît Grunemwald d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve comme tous les jours dès demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, passez une très belle journée.